Dominique Vibrac, Oui, c'est vraiment un plaisir de te revoir, même s'il fait c'est très un froid. plaisir partagé dans ce lieu sympathique. Voilà. Voilà, Oui. on se voit souvent puisque tu es notre guide, non pas spirituel, mais Un peu tout de même aussi, quelque part. notre guide historique Oui. pour les balades culturelles que nous faisons régulièrement dans le quartier. On a fait pas mal déjà, avec Beaucoup, des- avec des thématiques différentes. Il faut dire qu'on est au cœur même de Paris. voilà. Ce quartier historique, avec tant d'épisodes dont on peut refaire mémoire et qui gardent cette atmosphère un peu inquiétante, un peu fascinante, mais aussi chaleureuse. Alors là, on se trouve qu'on est au coin de rue des Prêcheurs et rue Saint-Denis. Donc, j'ai fait un petit peu exprès de choisir ce lieu parce que rue Saint-Denis, Déjà, ça, il ne faut pas oublier qu'un grand nombre c'est une rue de Paris. Oui, c'est un axe, Celle-là, ouais. mais un axe royal, un axe sacré. Ouais. Alors pourquoi Saint-Denis? Celui qui a évangélisé Paris, en tout cas selon la légende, il Voilà. faudrait bien sûr les voir regarder un peu de plus près, mais il y a certainement un fond historique, un certain Dionysos, devenu Voilà. Dionysus, devenu Denis, Voilà. que l'on considère comme le premier évêque d'une certaine façon de Paris, ou un des premiers évêques de Paris au IIIe siècle, et qui a été martyrisé avec ses compagnons au nord de Paris cette fois. Ouais. Donc c'était autour de 252, C'est ça, 253, peu importe la date exacte. Ce Denis, donc à l'origine du christianisme à Paris, donc une ville christianisée plus tard, par exemple que Marseille, qui a été Ouais. christianisée au 1er siècle, aurait, selon une légende, mais une légende beaucoup plus tardive, c'est-à-dire probablement du 8e siècle, aurait parcouru une dizaine de kilomètres, tenant sa tête coupée sur sa poitrine. Oui, c'est C'est extraordinaire, ça. Il faudrait reconstituer ça dans les promenades. Et donc, cette rue Saint-Denis conduit à la Avec une tête en plastique. Voilà, qui conduit jusqu'à un lieu qui n'était pas la basilique, Oui, oui. mais qui était un cimetière où étaient enterrés souvent des personnages importants ou des figures spirituelles. Oui. Et donc, effectivement, il est enterré, alors ça, selon toute vraisemblance historique, au nord de Paris, un endroit où, par la suite, on a édifié un oratoire, un monastère. Et puis, à ce même endroit, les rois de France, à partir du 7e siècle, Dagobert, le fameux roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, Ah oui. mais Dagobert s'est fait enterrer. Et la quasi, pas tous, mais la quasi-totalité de ses successeurs y reposaient. Tout ça a été, les sépultures ont été profanées. Donc, La Révolution. la rue Saint-Denis, c'est aussi un axe nord-sud qui est stratégique. Exactement, ça reprend toutes les villes gallo-romaines étaient structurées selon deux axes. Ouais. Un axe, bien sûr, nord-sud, et l'axe ouest-est. Ouais. Et là, il y a plusieurs, évidemment, ce sont des parallèles très souvent de cet axe Ouais. nord-sud, ce qu'on appelle le cardo. Ouais. Et donc, c'est devenu au Moyen-Âge un axe de circulation très important pour partir, alors moins que pour aller en pèlerinage, c'était surtout l'actuelle rue Saint-Martin qui conduisait ensuite rue Saint-Martin, rue Saint-Jacques pour aller vers les deux grands pèlerinages du Moyen-Âge, Tours, Saint-Martin bien sûr, et puis Saint-Jacques de Compostelle. Ici, c'était un axe encore plus sacré, plus formidable quelque part, puisque par cet axe, les rois se rendaient à Reims Ouais. pour y être sacrés et ensuite revenaient de Reims. Les reines étaient souvent couronnées à l'abbaye de Saint-Denis, justement. Et puis, il ne faut pas oublier que les rois, quand ils étaient morts, on les emmenait en procession, parfois la nuit d'ailleurs, on les emmenait en procession à Saint-Denis. Donc cet axe était considéré comme unique Ouais. par le caractère sacré, alors que tout autour, il y avait la pègre, la criminalité, la prostitution, si importante à Paris à cette époque. Et c'est ensuite seulement que cette prostitution va quitter les rues adjacentes, où y rester d'ailleurs, mais en tout cas converger un peu vers cette rue Saint-Denis, qui dans l'imagerie populaire aujourd'hui a cette réputation Ouais. qui n'est plus tout à fait vraie, mais qui doit exister encore un peu, de rues un peu mal C'est une des rues les plus anciennes de Paris. C'est une des rues les plus anciennes, oui, bien sûr. Et on dit aussi que pendant ces processions,
pendant que le roi passait, mort ou vivant d'ailleurs, les gens étaient aux fenêtres, c'était la fête. Ah, bien sûr, évidemment. Alors, pouvait y avoir aussi le mécontentement populaire. Il y a des rois, ça a été le cas à partir de Louis XIV, Louis XV, les rois commençaient à devenir impopulaires. Eux étaient à Versailles, donc ils ne sont pas passés par ici. Ils ont évité Paris. Ils voulaient éviter Paris. Les rois ont toujours eu peur de Paris. Bien sûr. Jusqu'à Louis XIV, qui a décidé d'aller vivre à Versailles. Mais déjà auparavant, au XVIe siècle, les rois se méfiaient de Paris. Il y avait une promiscuité extrême. On pouvait se faire assassiner à chaque coin de rue. Paris était un coupe-gorge, pas seulement pour les rois. Ça s'arrangera un petit peu au XVIIe siècle. Bon, le roi, de toute façon, quitte Paris. Mais on va ordonner aux Parisiens de mettre un peu partout un éclairage public. Et celui qui a fait ça, c'est Monsieur de la Reynie. Qui a sa rue aussi. Qui a sa rue, qui est à Limousin, qui est le premier véritable lieutenant de police, une sorte de préfet de police de Paris de l'époque, qui va d'ailleurs s'occuper aussi de l'affaire des poisons. C'est une sorte de thriller politico-satanique. Enfin, mais toi, on sort les Halles, c'est un lieu. Je ne suis pas guide de profession, donc j'ai le plaisir souvent d'avoir des étudiants. Voilà. Pour toi, les Halles, c'est un endroit où il y a tellement d'histoires à raconter. Exactement. C'est un lieu merveilleux. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est le ventre de Paris aussi. Ouais. Donc il y a aussi toute l'histoire du 19e, toute l'histoire du 20e. Il faut un peu moins d'imagination qu'ailleurs, parce que dans beaucoup de quartiers de Paris, il faut énormément d'imagination. Puisque Paris, c'est à plus de 50% le Paris haussmannien, avec ses voies de circulation très vastes. Alors que là, on a l'impression d'être dans un Paris qui reste populaire. Le Paris du Moyen-Âge, c'est encore un peu le Paris du Moyen-Âge. Il y a une ambiance aussi un petit peu. Encore présent, les petites rues, les maisons. Exactement. Et le nom. Alors, les noms des rues, la grande truanderie, la petite rue. J'invite les auditeurs à essayer de deviner pourquoi la rue Marie-Stuart s'appelle Marie-Stuart. Pourquoi tout près d'ici la rue du Pélican a ce nom? Je ne le dis pas pour que nos auditeurs fassent l'effort de chercher. J'aime beaucoup raconter aussi les histoires qui accrochent les gens. Bien sûr. Les histoires sentimentales, voire sexuelles. Il y a l'histoire du Puy d'Amour, qui est une belle histoire sentimentale, belle histoire d'amour. Mais il y a évidemment aussi des histoires un petit peu coquines. Je crois que ça fait partie aussi de la... Ça fait partie de Paris. Ça fait partie de Paris, probablement. On parle souvent des gauloiseries. C'est vrai. Et au Moyen-Âge, évidemment, Paris était une ville, à bien des égards, très libertine, au grand désespoir de Saint-Louis. Mais enfin, il ne pouvait pas tout contrôler non plus. Il habitait où, lui, Saint-Louis? Sur l'île, ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de la Cité, qui est le cœur du Paris. Le cœur de Paris, avec les Parisiens habitaient. Les Parisiens se sont établis là. Le premier nom avait été Lutèce. Pour elle, l'origine probable, l'étymologique probable de Lutèce, on pourrait dire c'est la boue, parce que c'était évidemment, tout était, il y avait la mer, la Seine, autour. C'est pas Jules César qui appelait Lutèce, non, ça vient. Oui, et c'est probablement à cause de la boue. La boue, parce qu'évidemment, Paris... C'était marécageux aussi. Paris, c'est son point faible, mais c'est aussi à cause de la Seine qu'on devrait appeler Lyon. D'ailleurs, enfin bon, on ne refait pas l'histoire et la géographie. C'est à cause de la Seine que Paris est devenu Paris. Si Geneviève, Sainte-Geneviève, c'est au 5e siècle, à la fin du 5e siècle, a convaincu Clovis, qui était le roi, non pas de la France, qui n'existait pas bien sûr, mais des Francs, Rex Francorum, de choisir Paris comme son point fixe et sa capitale, c'est parce que Paris est traversé par cette artère vitale et cet axe de circulation privilégié qu'est la Seine. C'est la Seine qui fait Paris. Et encore aujourd'hui, l'emblème de Paris, ce sont les nautes, nautes, qui circulent. Voilà. Ça veut dire il flotte et ne coule pas. Voilà. Ce qui a fait aussi, Ce qui n'est pas, entre parenthèses, habituellement, la devise d'une ville, puisque c'est un bateau qui flotte, ce qui prouve l'importance de la Seine. De la navigation, et ce qui a fait aussi la mise en danger de Paris, puisque les Vikings nous ont attaqués. Au 9e siècle, oui, bien sûr. Plusieurs fois dessus. Oui. Donc, bien sûr, Paris est exposé, parce qu'évidemment l'axe est exposé par les crues. La première grande crue dont nous avons une mention historique, c'est le 4e siècle, alors qu'il y avait un général qui deviendra d'ailleurs empereur éphémère au 4e siècle, qui s'appelle Julien, ce qu'on appelle Julien l'Apostat, et qui avait ses troupes
au nord du Paris actuel. C'était hors de Paris à l'époque, bien entendu. Eh bien, a déjà observé ce phénomène inquiétant de la crue de Paris. On se souvient de la crue de 1910. Oui, oui. Alors Dominique, à l'origine, Paris, c'est les îles, l'île de la Cité. La Cité, oui. Ils sont les Parisiens, enfin les. Et les rives, ce n'est que le prolongement. Voilà. bien Mais d'abord, entendu. Le cœur, c'est la Cité. les Parisiens, qu'on n'appelait pas Parisiens, peu importe, mais qui, la première émigration hors des îles, c'est vers le nord quand même, ou c'est vers le sud. De Paris. Ouais, non, sur la rive nord, sur la rive gauche ou la rive. Ce qu'on appelle la rive droite, alors ce serait le nord. Oui. On l'appelle évidemment la rive droite à cause du sens du fleuve vers la mer. Les gens sachent, parce que souvent on dit rive gauche, rive droite, on ne sait pas trop. Rive droite, c'est par rapport au sens du fleuve vers la mer. Ouais. Et donc, la rive droite, c'est toujours plus développé, notamment au plan commercial. Les habitants, il y avait beaucoup plus il y avait une population, il y avait bien sûr quelques couvents comme partout, mais il y avait surtout une population alors très compacte, une promiscuité parfois effrayante, alors que la rive gauche sera l'université, bon des couvents aussi, mais les deux étaient associés, Oui. puisque l'éducation et la religion C'est toujours un petit peu comme ça, hein, cette tendance à être soi-disant plus intellectuel côté gauche et plus commercial côté droit. Oui, alors on le dit, mais je crois que ça a un peu changé tout de même maintenant. Parce qu'il y a ça dépend quel quartier de la rive gauche et de la rive droite. À dire. En tout cas, ce que je veux dire pour nos adhérents, Mais là, nous sommes rive droite. aux spectateurs, c'est que On s'amuse plus rive droite. Enfin, ça reste à prouver. Il y avait le pré au clair. les halles là où on est, c'est vraiment le cœur C'est le cœur depuis historique. Oui, et depuis le roi Louis VI le Gros, et depuis que c'est établi, se sont établis justement ces halles. Donc c'est aussi le centre commercial. C'est comme le cœur d'où parle l'irrigation sanguine, on peut dire, de Paris tout entière. Et ça va durer jusqu'à cet épisode de 1969, qui est évidemment la suppression des halles ici et le déménagement. Question du marché. Voilà. Mais bon, ça c'était un petit peu obligatoire parce que là, C'était inévitable, il n'y avait plus de place. nourrir Paris à partir d'un petit C'était pas possible. Mais incontestablement, jusqu'à cette époque-là, le cœur populaire de Paris, peut-on dire, ce sont les quartiers, d'où cette prostitution, d'où évidemment les brigands qui erraient, d'où les mendiants nombreux, dont certains se trouvaient au XVIe et début XVIIe siècle à la Cour des Miracles. Enfin, il y avait plusieurs petites cours des miracles, moins plus importantes. Tout ça va être nettoyé. Alors, est-ce que c'est un nettoyage judicieux? Peut-être pas. Parce que quand on nettoie, eh bien, on déplace ces populations, donc ce n'est que des déplacements qui ont été envoyés aux galères aussi. Aussi, oui, absolument. Pas mal aussi. Parce que... ceux qui ne sont pas partis. C'est-à-dire que l'idée, qui était d'ailleurs assez habile, pour faire partir cette pègre, c'était de dire on va gracier, faire preuve d'indulgence envers ceux qui partiront. Donc tous ceux qui quitteront ce quartier seront épargnés. En revanche, ceux qu'on trouvera encore là, quand je dis galère, c'est pas galère, ils sont partis dans les galères, comme maintenant le mot populaire veut dire ça avoir un problème. Non, c'est des galères, oui, voilà. Des vraies rames. Absolument. Donc, et où leur avait porté le secours de la religion Saint Vincent de Paul, grand saint parisien. Et qui était là, Enfin, parisien, pas de naissance, mais qui avait. Oui, bien sûr. Qui a fondé Saint Vincent de Paul ici. Vincent de Paul a fondé plein de choses dans tout Paris en réalité. Et normalement, dans chaque église parisienne qui se respecte, il y a une statue, un vitrail ou une image qui représente et Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, et Vincent de Paul qui venait des Landes, mais qui a eu un rôle important à Paris, y compris politique, puisqu'il était un conseiller de la régente Anne d'Autriche. Tout est un. C'est-à-dire l'intérêt de faire de l'histoire médiévale, c'est une société où tout se tient. Il y a des vases communicants sans arrêt. En ce moment aussi, hein, enfin, je veux dire, dans le certainement, mais vous savez, sexuel aussi. L'historien se méfie toujours un peu de l'histoire du temps présent. Bien sûr. Mais effectivement, l'histoire continue, c'est certain. Et le fait d'étudier l'histoire ancienne permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Paris était le centre qui existait avant la France. Oui. Parce que quand la France a existé aussi, Paris est resté, et avec une concentration de pouvoir qui existe toujours ici. Alors, cette concentration du pouvoir s'est faite quand même peu à peu. Déjà parce que, évidemment, dans les siècles reculés, l'information, la communication entre, par exemple, avec les régions éloignées, était très lente. Alors, on voyageait beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on passait une bonne partie de l'année
sur les routes. Bah, les 3 semaines pour aller à Bordeaux. Voilà, mais en même temps, comme ça allait lentement, on ne pouvait pas opérer une centralisation comme aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et la centralisation s'est un peu développée. Charlemagne avait déjà opéré une forme de centralisation avec les missiles, Dominici, les envoyés. Après, ça s'est renforcé. On dit avec Colbert, on parle souvent du Colbertisme, mais c'est surtout à la Révolution et au-delà. L'idée a été aussi d'unifier les règles, d'unifier les mesures fiscales, par exemple, d'unifier les mesures tout court, pour évaluer le poids, la taille, etc. Il y avait des mesures différentes entre les différentes régions de France. Donc il y a une centralisation, c'est pour ça qu'on parle souvent de jacobinisme, Oui, bien sûr. proprement français, où les régions subissent et bénéficient, enfin les deux probablement, mais dans des proportions variables, de cette centralisation parisienne. Que nous connaissons évidemment aujourd'hui de façon encore différente, je dirais. Nous la connaissons surtout parce qu'il y a d'abord une mondialisation. Nos amis Facebook habitent peut-être à 2000 km. On connaît mieux son ami Facebook que sa concierge. Donc il y a une déréalisation. Ça dépend qui. Et pas toujours dans le quartier des Halles. Vous me permettrez de revenir, cher Emmanuel, sur ce point. Je trouve que le quartier des Halles garde quelque chose de sympathique, la proximité du contact. C'est vrai. Ce n'est pas un quartier prétentieux. On dit quelquefois qu'à Paris, les gens sont un peu hautains ou un quant à soi. Ce n'est pas vrai dans le quartier des Halles. Oui, parce que toi, tu fais des conférences dans tout Paris, sur toute l'histoire de... Voilà, d'abord sur toute l'histoire, et je présente différentes choses dans tout Paris, incontestablement. C'est d'ailleurs l'un de mes quartiers. C'est un des quartiers que tu préfères, fallait le dire. C'est un des quartiers que je préfère, avec Montmartre, pour d'autres raisons. Mais Montmartre, il y a l'aspect touristique, quelquefois un peu... C'est pour nous, c'est une nouvelle ville, Montmartre, quasiment. Montmartre, c'est presque une ville différente. D'ailleurs, Montmartre n'était pas parisienne jusqu'en 1860, jusqu'à Napoléon III. Mais effectivement, si on veut évoquer Paris intramuros avant 1860, je dirais que personnellement, le quartier que je préfère, ce serait les Halles. Écoute, je pense qu'on a fait on pourrait continuer pendant des heures parce qu'il y a un conférencier Pour fantastique. laisser pour une autre fois. Et puis n'oublie pas que c'est Dominique Vibrac, ton nom, que tu fais des très belles conférences, que je peux te contacter très facilement. Oui, on m'invite. On a fait beaucoup de thématiques ensemble, Cours des miracles, les marchands, le Paris religieux, les religieuses et des prostituées, c'est tout en contraste, mais justement, l'intérêt aussi d'un quartier comme ça au Moyen-Âge, c'est le grand contraste entre ce qu'il y a de plus sain et de plus vil, quelque part, entre le plus pauvre et le plus riche, qui se côtoyaient. Ça peut continuer encore ici. Ça continue, oui, il y a quelque chose de particulier dans ce quartier des Halles aujourd'hui. Tu sais que le temps, malheureusement... Même s'il n'y a pas la mer, comme disait l'autre, me chantait l'autre. Le temps, malheureusement, nous est compté. Et je pense qu'on a fait un beau survol de ce quartier. On va continuer à, nous, comme association, le valoriser avec nos moyens, en parler parce qu'on l'aime et qu'il y a tellement de choses à raconter. Donc on va se revoir très bientôt. En vrai, en vidéo et en vrai. En réel, oui, comme on dit. Merci Emmanuel.